parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, ensemble jusqu'au bord de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but évidemment qu'on s'est fixé à travers ces émissions. Merci à vous qui nous rejoignez sur nos radios partenaires du côté de Farana, sur Bambou FM. Vous êtes du côté de l'AB Radio Espace. Fouta évidemment relaie cette émission. Merci à Amadousso à la réalisation. Mesdames et messieurs, au menu on s'intéresse à l'actualité. L'école guinéenne en quête de qualité, il le dit ce matin Jacques Lévalino, plus de 2 millions d'élèves fréquentent l'élémentaire depuis 2020. C'est le document du programme décennal donc, de l'éducation nationale. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité qui n'est autre que Dr Ousmane Souaré, ancien ministre de l'éducation nationale. Il sera avec nous, notre invité donc, de parcours ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Avec vous, Jacques Lévalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Bonjour Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre 30 secondes. Ouais. Si je me suis réveillé une mauvaise humeur ce matin en écoutant les informations internationales. Il y a les Mauritaniens, que la Mauritanie manifeste pour soutenir les Palestiniens. Je trouve que c'est une excellente idée, une très bonne chose. Mais je pense qu'ils devraient balayer aussi devant leur porte et qui de grâce, ils s'affairent à éliminer l'esclavagisme qui prévaut chez eux, dont je rappelle au XXIe siècle, les lois de l'esclavage n'ont pas encore été abrogées en Mauritanie. Bien. Donc avant d'aller manifester pour nos chers frères palestiniens, qu'ils essayent d'abolir leurs nègres qu'ils tiennent en esclavage. Voilà, c'était le coup de gueule de ce matin. Voilà, il l'a fait. Bonjour Dibamini Mono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Mafoudi Avangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Hein. Vous nous apprenez ce matin, mon cher Jacques Léwa, Koya, un militaire, enlève donc un employé d'hôtel. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Oui. Mais c'est incroyable. C'est un militaire de l'armée guinéenne donc, qui est parti dans un hôtel à Koya, la Maison Blanche, c'est comme ça on appelle l'hôtel. Il était parti pour consommer. Et il était armé, arme à main et puis grenade, il y arrive. Après, consommer de l'alcool, bien sûr. Okay. Et donc, on lui fait savoir que, en tout cas avec respect, selon les informations qu'on nous a données, mon colonel, vous pouvez déposer vos armes dans votre véhicule. Après, vous entrez pour consommer librement. Il est connu des lieux. Après, il n'a pas compris le message que lui a adressé le vigile. Il s'est mis à crier qu'il est colonel de l'armée. Donc, on ne peut pas, en tout cas, le mettre au respect comme ça. Le jeune tente de le convaincre. Il n'y arrive pas. Son responsable sort. Essaye donc de le ramener encore à la raison. Ça ne marche pas. Finalement, ils finissent par céder. On le fait entrer, on le fait asseoir donc dans un bar, il consomme. On va même lui acheter du vin encore parce qu'il est connu des lieux, il boit. Et donc apparemment, il a véritablement bu. Et après, il fait appel à un militaire, donc ces jeunes qui arrivent, il leur ordonne d'abord de s'occuper très bien du jeune vigile parce que les grandes gueules. Le jeune s'est foutu de lui. On bat le jeune sur place, mais ça ne suffit pas. Il leur dit encore de l'amener. Donc, j'apprends ce matin que le jeune serait du côté du camp Samori parce que jusqu'hier, on ne savait pas où il l'avait amené. J'ai quand même pu entrer en contact avec lui parce qu'on m'a donné son numéro et son nom, tout ça. Je l'ai appelé hier matin avant même qu'on entre ici. Et quand je l'ai appelé, il m'a fait savoir que le jeune s'était foutu de lui. Donc, c'est une correction qu'il aurait dû en réalité porter plainte. J'ai dit, voilà, mon colonel, la solution. Si vous estimez avoir été offensé par un citoyen, je crois que en tant que colonel de l'armée, disons les grades et puis votre statut ne vous fait pas super, donc vous auriez pu de toutes les façons porter plainte, mais si vous l'amenez, ce n'est pas dans un commissariat et puis on ne sait pas où on l'a amené. Il dit bon, si c'est à espace, ils veulent régler ça, il n'y a pas de problème. Donc le matin, on a encore appelé pour savoir s'il a relâché le jeune. Jusque maintenant, il ne l'a pas relâché. Non, mais c'est de la folie. Comment
C'est le colonel. C'est le colonel Philippe Magasuba. On nous apprend que c'est un habitué des faits. C'est un récidiviste, c'est un habitué des faits. C'est un colonel qui peut s'inviter dans un bar et quand ça lui plaît, il met tout le monde au respect. Il enlève les gens comme ça. Ou alors il tire, etc. Personnellement, si Jacques le permet, personnellement, je le connais très bien. Je le connais et le colonel Philippe Magasuba, pour tous ceux qui ont fréquenté ce tronçon Matoto jusqu'à Kisoso, et en tout cas qui ont séjourné dans les maquis, les boîtes de nuit du côté de Sangoya. Attention à ce que tu vas dire, il va tomber. Écoutez, attendez, ce que je suis en train de dire, je suis très au sérieux. Et le colonel Philippe, c'est extrêmement grave. Le colonel, non. Pour ceux qui nous écoutent maintenant et qui nous regardent maintenant, savent de qui il s'agit. En tout cas, qui connaissent ces tronçons et Sangoya et autres, qui connaissent parce qu'il avait là une boîte de nuit. Il avait une boîte de nuit là. Voilà, il a une facilité de sortir son arme à une moindre occasion. Il avait son bar et quand vous êtes invité, vous venez consommer dans son bar, c'est de son gré que s'il est de bonne humeur, l'ambiance est là. S'il n'est pas de bonne humeur, même si vous achetez le frigo, et il n'est pas de bonne humeur, il vous dit de foutre le camp. Et il demande il demande à son DJ de couper la musique et de mettre tout le monde dehors. Et sortir l'arme pour tirer, ça, c'est comme bonjour chez lui. Et je le dis encore, pour ceux qui sont à Sangoya, on sait son habitude, c'est ça. Et peut-être qu'après ici il va nous chercher à sortir encore son arme, mais chacun sait que le colonel Philippe Magasuba, c'est son habitude. Et aujourd'hui qu'il se transporte dans un hôtel du côté de Koya, il faut le dire, c'est quand même incompréhensible qu'il vienne dans un endroit où il est connu, où il connaît même le propriétaire de l'hôtel, qu'on essaie de le ramener à la raison et qu'il ne veuille pas comprendre, qu'il appelle des pick-up, des bérets rouges, pas des policiers, pas des gendarmes, des bérets rouges à venir s'occuper du jeune et jusqu'à dire même au monsieur, au gérant de l'hôtel avec qui on a parlé d'ailleurs, monsieur Condé, à lui dire qu'il va corriger le vigile parce que lui, il est un colonel, il marche avec son arme. Et il n'avait pas qu'une seule arme. Il avait son arme PMAK, il avait son revolver, avec un gilet, comme s'il partait à un front. Alors, on lui demande de laisser les armes dans la voiture. Non, moi, je suis un colonel, je me promène avec mes armes. Mais quand même pas dans une buvette. Pas quand même pour venir boire, folie, que vous veniez il peut même tuer avec ça. Il peut tuer, parce qu'on ne peut pas contrôler quand quelqu'un il est sous. Quand quelqu'un il est sous et il peut commettre l'irréparable. De toutes les façons, tu n'as pas le droit quand tu es en service, quand tu es militaire, de rentrer dans un bar pour boire. Point barre. Et on se souvient un peu de ce maquis à Kaloum, c'était à Boulbinet qu'on appelait le Tango, vers 2011. Et qu'est-ce qui a amené le chef de l'État à l'époque à engager des réformes? C'était aussi l'une des raisons. Parce que dans ce maquis, la soirée était tellement arrosée que les militaires finissaient par se battre et souvent il y avait des tirs en l'air. Parce que les gens étaient éméchés et consommaient l'alcool. Donc à cause de tout cela, il y a eu des réformes qui ont été annoncées pour essayer de démilitariser Conakry et interdire la circulation des armes. Donc aujourd'hui, on a l'impression que, parce que même à Kipé, il y a des maquis un peu partout. Moi, je constate souvent qu'il y a des hommes en uniforme qui viennent avec des armes dans ces maquis, qui se promènent. Donc ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les réformes qui sont annoncées sont en train de se à un autre point. Donc il faudrait quand même que le ministère de la Défense puisse quand même rappeler, parce que c'est un colonel. Et nous apprenons que ce n'est pas un cas isolé. Une fois encore, à Lambagne, il a été cité là-bas dans une autre affaire. Il y a eu même des tirs à l'époque. C'est ce matin, on vient de me le dire. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il y a encore des personnes qui ne se sont pas appropriées un peu de ces réformes. C'est vrai qu'il y a eu une démilitarisation. On ne voit pas beaucoup de militaires dans la capitale. Ça, on peut le saluer parce qu'il y a près de 1600 qui ont été envoyés à l'intérieur du pays. L'État a mis plus de 37 milliards dans ces réformes. Mais le côté formation, c'est là il y a des problèmes. On se souvient que Idi Amin avait dit à l'époque, il faut former ces hommes en uniforme par rapport à des attitudes qu'ils peuvent adopter vis-à-vis des civils,
mais aussi dans les cafés-bars. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suivi. Je pense qu'il faudrait que le département puisse aller au-delà. Maintenant, sans oublier aussi qu'il y a des cas de recensement. Parce qu'on disait qu'on n'a pas la maîtrise de tout le monde. Parce qu'il y a encore des militaires qui vivent avec des civils dans les quartiers. Et ce sont normalement des militaires qui ne devraient pas être là. Qui devraient être dans les casernes. Mais pour ce cas-ci, parce que ce qui est gravissime, parce que l'enlèvement, je veux dire, le monsieur, il est toujours avec le ravisseur, on va le dire comme ça. Justement, il est au camp. Nous apprenons qu'il est encore au camp. Le civil. Le civil, oui, il est au camp. C'est ce qui est triste, parce qu'au-delà des réformes, au niveau de l'armée, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est un peu de travailler sur la divulgation de nos lois et permettre à ce que les citoyens connaissent les lois du pays et que ces militaires même. Parce que même s'il y avait il y a des réformes, il y a quand même des brebis galeuses qui se sentiront forts parce qu'il y en a, il faut juste avoir une petite position pour avoir, je sais pas, une certaine, se donner une certaine valeur, penser qu'on est mieux que n'importe qui et abuser de ses droits. Et c'est ce qui est arrivé là. Malheureusement, pour beaucoup de cas, on parle de ce cas-ci, mais il y a de nombreux Guinéens qui croupissent en prison aujourd'hui, juste du fait d'un Guinéen qui a dit, allez, prenez-le, amenez-le là-bas. Normal, je pense normalement on devait même peut-être déclencher l'alerte enlèvement parce que là c'est grave. Depuis 24 heures maintenant, il y a un civil qui est pris en otage par un militaire. Et dire qu'il ne l'a pas fait seul, ce sont d'autres agents qui ont juste répondu à l'appel, qui n'ont même pas essayé de comprendre les circonstances. En fait, c'est de part et d'autre, un peu partout, nos lois sont violées. Moi, je voudrais bien à cette occasion qu'on travaille sur la divulgation de nos lois parce que les lois existent. Souvent, on pense c'est souvent ceux qui ont un certain niveau d'études, qui savent, qui connaissent leurs droits et leurs devoirs, mais pour la plupart, ils ne savent pas. Aujourd'hui, un militaire prend un Guinéen, il l'enferme, pour lui, il a le droit. Il faudrait travailler sur ce côté aussi. Peut-être même dans nos langues, ça permettra à certains de dire non, vous n'avez pas le droit de me prendre. Et lorsque vous me prenez, voici ce que je dois faire. J'ai droit à un avocat. Et si cet avocat vient, lorsque c'est avéré que vous avez abusé de vos droits, vous devez me rembourser tel. Il y a un travail de fond qu'on doit aujourd'hui faire en Guinée. Sinon, c'est assez compliqué parce que d'ailleurs, du plus haut sommet au plus bas niveau, on ne respecte pas nos lois. Ça devient très difficile. Le pays aujourd'hui, c'est comme une jungle où chacun fait ce qu'il veut. C'est assez compliqué. Cette population n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée, c'est la réalité. Vous avez affaire aujourd'hui. Ça me rappelle l'image de cette dame qui a été bastonnée par un militaire. Elle était logée dans sa concession. Il voulait qu'elle sorte. Elle n'est pas sortie. Et il l'a frappée. C'était de lui dire je sais pas, il y a la manière de faire, mais frapper quelqu'un pour libérer votre maison, mais de quoi vous êtes fort? Je pense que ce sont ces erreurs qu'il faut corriger parce que après ça crée tellement de frustration, ça crée tellement de problèmes qu'on a l'impression qu'on n'appartient pas à une nation, qu'on est simplement perché quelque part dans la nature, mais qu'au finish il n'y a rien pour nous protéger. Bien, allez-y mon cher Ahmed. Bon, alors d'abord il faut rappeler, tu fais bien de le rappeler ma fille, il faut rappeler à nos concitoyens qu'aucun militaire en dehors des gendarmes, aucun militaire n'a le droit d'interpeller un civil. C'est prohibé par la loi. Ça, c'est la première des choses. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il y a eu d'énormes efforts en termes de formation. Moi, je vois l'évolution des gendarmes, des policiers et aussi des militaires. Malheureusement, comme dans tout corps, il y a des brebis galeuses et j'espère bien que monsieur le ministre de la Défense, le général Baldé, etc., vont prendre des sanctions contre ce colonel qui ternit l'image de l'armée. Parce que vous savez à quel point moi je suis... Candiba nous apprend ce matin que c'est un récidiviste. Oui, exactement, ça fout les jetons quand même. Ça fout les jetons. C'est un mec bourré colonel dans un maquis, ça fout les jetons. Et j'espère bien que... il n'a pas conscience personnellement du danger. Non, ce que je veux dire, il n'est pas fou. Non, en fait, on ne laisse faire ça, mais je veux dire le danger. Imagine un homme qui est armé et qui est sous. Non, ma fille, c'est pas l'indiscipline tout. C'est l'indiscipline tout court. C'est tout. C'est l'indiscipline. Aujourd'hui, en fait, c'est psychologique. On a été tellement habitués dans ce pays à l'impunité, y compris au niveau des militaires, que voilà, certains, je dis bien certains, il faut pas quand même jeter l'opprobre sur toute l'armée. Certains s'autorisent à certaines choses. Ce que je dis, pour être concret, parce il faut quand même faire avancer les choses, les schmilblick, on dénonce
annonce ça ce matin. Il faut que l'armée... Ça paraît banal, mais moi je pense que des fois il faut voir l'état psychologique des gens. Non, mais c'est absolument... Non, mais attends, il y a des gens aujourd'hui qui sont bien habillés du matin au soir, mais au fond, ce sont des gens qui ne sont pas... Oui, mais généralement, ça s'appelle tu ne peux pas... Généralement, nous avons une armée où les hommes en uniforme, en général, ils ont une propension à aller vers la violence vis-à-vis des citoyens. Parce que lorsqu'ils voient ils ont une tenue, ils se croient supérieurs. Donc c'est devenu un état d'esprit. Justement, finalement. Donc c'est de l'indiscipline. Non, on est d'accord. La peur du gendarme. Justement, c'est ça. Lorsqu'un colonel le fait, parce que tout simplement, il y a l'indiscipline qui est là. Il se dit en haut de lui, personne ne peut prendre une décision. Justement. Ça peut se faire soit il y a un rapprochement entre lui, soit et le ministre. Ou en tout cas une autorité, donc il le fait. Je pense que c'est de l'indiscipline. D'accord, mais d'après ce que je comprends, il serait atteint de bipolarité, ce cher colonel. Bon, bien. Maintenant, on a le choix. Soit on dit les choses avec passion, soit on dit les choses telles qu'elles sont. Un militaire n'a pas le droit d'arrêter un citoyen, ça c'est la première des choses. Et j'espère bien que, parce qu'il y a eu des réformes quand même qui ont été faites au niveau de la police, je le répète, gendarmerie, etc. Il faut que le ministre de la Défense sanctionne ce colonel. Et ça, c'est du ressort de l'armée, parce que c'est pas normal, c'est inacceptable ce qu'il a fait. Voilà, allez, mon cher Antoine Kourouma. Voilà. C'est un abus d'autorité qu'il faut condamner. Ce qui s'est passé à Koya. À écouter Jacques, on a l'impression d'assister à un film. De western. Parce que là, c'est... Malheureusement, on est obligé d'y croire parce que c'est en Guinée. En Guinée, tout est possible. Dans ce pays, on l'a dit, ce qui est normal ailleurs est anormal chez nous. Ce qui est anormal de l'autre côté est normal chez nous. Ça fait que, quoi qu'il se passe, on se dit que c'est parce que justement c'est un pays où l'impunité règne, où les gens peuvent faire des choses incroyables. C'est dénoncé, c'est flagrant, les images l'attestent, mais on refuse de les sanctionner. Pour ce cas de ce militaire-là, puisque c'est un récidiviste et qu'on apprend qu'il est un habitué des faits, je me dis qu'il n'y a pas d'autre solution que de prendre des mesures contre lui. Dès l'instant où on est en train de dénoncer ce matin, le civil est privé de liberté parce que ce militaire se croit tout permis. Parce que tout simplement... C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. C'est aussi simple que ça. C'est un kidnapping et il n'est pas le seul. Tout l'état-major du côté du camp Samori est complice. Parce que pour moi... Non. Ne mélange pas les grandes gueules. Mais non. Non, toi, tu ne vas pas mélanger. Il ne faut pas mélanger les pénals. C'est bien que vous le contredisiez. Les grandes gueules. Tout l'état-major, jusqu'à ce que le civil soit libéré. Parce que... Tout l'état-major. Parce que c'est un contingent qui est venu chercher le civil. Il a fait appel à un contingent venu chercher le civil à Koya. À mon avis, lorsqu'on vous appelle pour un tel enlèvement, pour une telle opération, mais... Lorsque c'est votre chef peut-être qui vous le dit, mais vous savez que lorsque l'ordre est illégal, vous n'êtes pas obligé d'y obéir. Les grandes gueules. Dès l'instant où ce contingent qui certainement était composé d'au moins 10 militaires bérets rouges. Antoine, n'affirme pas les choses dont tu n'as pas les preuves. Non, mais quand tu dis certainement composé de 10 militaires, j'en sais rien du tout. Non, mais Antoine. Raison pour laquelle j'emploie le terme certainement. C'est ce que je dis. Parce que dans un pick-up, dans les pick-up généralement, ils viennent par dizaines. Et je me dis que pour chercher ce civil-là, ils sont venus nombreux. Et s'ils l'ont pris pour l'envoyer, ils sont tous complices. Et dès l'instant où on l'a envoyé au camp Samori et qu'on a laissé faire, l'autorité de ce côté n'a pas réagi et qu'il a accepté qu'on prive de liberté un civil, je me dis que tout l'état-major est complice jusqu'à ce qu'on libère le civil et qu'il y ait des mesures prises contre ce militaire. Il y a le cas de cet autre militaire qui s'est passé à Yimbayama, il faut déjà la rappeler tantôt. C'est un militaire en tenue. On a les images, les vidéos, qui s'est attaqué à une dame, mais de façon violente. Juste pour une affaire de loyer. Parce qu'il est propriétaire, il est fils de propriétaire de bâtiments. Il s'est attaqué à cette dernière qui est locatrice. C'est pas possible. Là, la folie a pris Antoine. Là. Allez, vous êtes chez les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.
continuez à réagir, hein, mesdames et messieurs, sur Twitter, #espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, évidemment, pour interagir hein, sur nos sujets, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, hein, nous allons regarder vos messages, si tout va bien, sous les coups de 10 heures. À la clé, des t-shirts GG et des gadgets à rafler. On va essayer de donner quelques sujets aux auditeurs. L'école guinéenne, enquête de qualité. Plus de 2 millions d'élèves fréquentent donc l'élémentaire depuis 2020. C'est le document donc du programme décennal de l'éducation qui le révèle. Ce chiffre représente donc 33% du nombre total d'élèves du système scolaire guinéen. Les défis restent encore importants. Les encadreurs travaillent à réserver donc le collège seulement aux élèves qui savent lire et écrire. Ce n'est pas encore un pari gagné. Il le dit ce matin Jacques Liwaleno. Le gouvernement est conscient qu'il faut en amont réussir donc dans la formation des formateurs, et le taux de réussite donc aux examens nationaux reflète un réel problème de niveau des apprenants au baccalauréat. Eh bien, il n'a pas franchi donc la barre de 50% au cours des 2 dernières décennies. Ce, même avec les allègements donc faits depuis 2006, suppression donc du bac 1 et la réduction du nombre de matières d'évaluation, malgré donc les engagements pris par le gouvernement successif, les mêmes problèmes demeurent et les solutions pour inverser donc la tendance semblent inefficaces. Il le dit ce matin Jacques Liwaleno. Quelques explications donne-t-il aux carences donc de l'école guinéenne? Nous posons cette question. Que propose-t-il pour qualifier donc les apprentissages? Docteur Ousmane Soiré, ancien ministre de l'Éducation, apporte donc des réponses ce matin dans les GG. Il est notre invité de parcours. Daouda Mohamed, on s'intéresse à cet autre sujet, mon cher ami. Direction nationale de l'hydraulique, donc les travailleurs sans bureau. J'ai envie de revenir un petit peu sur ce marathon que le président avait entamé à un moment donné, visiter les baies. Qu'en est-il exactement? Il continue à venir dans les... Ben, comme on est habitué d'ailleurs à cela depuis son arrivée, et on annonce des choses, on a annoncé des usines de camions, et puis c'est resté on ne sait où, des bonbons, on ne sait c'est resté où. Il fallait aussi tenter avec cette autre formule de présence de visite inopinée dans les bureaux. Ouais. Et il l'a fait quelques jours, et on s'est rendu compte qu'après tout, les gens se retrouvent en surnombre dans les bureaux parce que les gens ne travaillent pas. Et au point que certains ont estimé à l'époque qu'il y avait aussi cette flambée des cas de Covid, parce que tout le monde venait en ville, et puis avec les problèmes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il s'est rendu compte par moment qu'il ne pouvait plus continuer, parce que s'il devait continuer, il aurait l'obligation de passer dans tous les bureaux. Et passer à tous les bureaux et à tous les services, il faut bien que ces services existent, il faut bien que ces bureaux existent. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, le bureau qu'occupe le service de la direction de l'hydraulique est aujourd'hui menacé de délogement, parce que le service n'a pas payé les frais de location. Et ce n'est pas une première. Ce n'est pas d'ailleurs le seul cas. Il y a le ministère de la Culture qui n'a encore pas la ministre n'a pas encore de bureau. Mais hier, on est rentré en contact avec, on a voulu joindre le syndicat qui n'a pas pu, dont le numéro ne passait pas, avec le directeur également, et le directeur, le numéro est effectivement passé, mais qui nous dit qu'il ne s'exprime pas pour l'instant sur la question. Ouais. Mais il reconnaît quand même qu'ils sont en train de régler le problème, et qu'il ne sait même pas pourquoi on veut s'intéresser à cette question. C'est un problème qui est posé, et ils sont en train de résoudre le problème. Je dis, est-ce que vous voulez nous dire là que l'information qu'on a, que vous êtes menacé de logement pour non-paiement de loyer, et dit, bon, je vous dis, nous sommes en train de régler le problème. Cela conclut directement qu'effectivement, le problème, il est réel, et le service est menacé de logement pour faute de paiement des loyers. Ouais. Et on sait qu'ils sont nombreux des services qui sont ainsi logés dans des bâtiments privés, qui payent à des particuliers. Il y a des commissariats, il y a des gendarmeries qui sont dans des bâtiments privés, dont les locations sont payées à des privés. Et aujourd'hui, c'est la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas passer à une étape de regroupement, comme le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au temps de Ibrahima Kourouma, l'actuel ministre de la Ville, avait fait, pour concentrer tous les services à un endroit et passer au travail de construction d'un immeuble aujourd'hui qui a regroupé
tous les services du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc aujourd'hui, c'est l'interpellation qu'on fait à l'État de passer à cette étape que de continuer à maintenir les services dans les bâtiments privés qui, par moment, qu'on soit en rupture d'argent pour payer les frais de location pour ces services. Justement. Allez, Jacques, on s'intéresse à cette autre actualité du côté de Kindia, parce que j'ai hier ton journal avec la saisie de cocaïne, je vais dire de drogue, du côté de Kindia, mon cher Jacques. Il faut quand même le dire, ces derniers temps, du côté de Kindia, la gendarmerie réussit quelques coups de filet, que ce soit dans l'arrestation des présumés bandits ou des présumés trafiquants de drogue. Ça s'est passé dans la sous-préfecture de Mambia. On parle quand même de plus de 3000 kilogrammes de drogue, de chanvre indien donc saisie, et ce n'est pas la première opération réussie de ce côté. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quand même un phénomène réel dans notre pays. Vous savez, cette préfecture, et tout comme Forécaria d'ailleurs, ce sont des préfectures qui sont directement tournées vers la Sierra Leone. Et bon, je ne dis pas que le pays d'emblée... 2 tonnes de chanvre indien quand même. Voilà. On nous signale. Dès que les villes sont directement ouvertes ou disons les préfectures sont ouvertes sur d'autres pays, il y a le trafic au niveau des frontières qui est véritablement développé. Et donc du côté de Kindia, c'est un phénomène réel. Il y a eu par le passé des saisies aussi dans d'autres villages, dans d'autres sous-préfectures, mais à chaque fois c'est persistant. Le procureur communique quand même là-dessus. Il dit qu'il y a des procès qui vont être organisés, sauf que je me rends compte que les procès qui sont organisés ne dissuadent pas davantage. Alors là, pas du tout, ça encourage même. Ceux qui sont dans le trafic. Moussa, peut-être serait mis encore pour nous, parce que quand il y a des saisies comme ça, mon cher Duba, c'est qu'il y a des complicités. Oui, parce que c'est un camion quand même. Oui, tout à fait, parce que souvent, il y a des déplacements qui sont faits soit vers Forécaria ici, ou bien dans d'autres zones. Ça veut tout simplement dire que lorsque la circulation se fait, c'est qu'il y a des complicités quand même qui sont de part et d'autre. Maintenant, c'est pas un cas isolé. Moi, la question souvent que je me pose lorsqu'il y a une saisie, on parle d'incinération. Et justement, on parle d'incinération. Aujourd'hui, ça se promène, ça circule partout. Donc, ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui sont situées de part et d'autre. Maintenant, la question, c'est qu'aujourd'hui, on en parle dans ce studio, on a parlé de hachis, on a parlé de cocaïne, et ainsi de suite. Mais à ce jour, où en sommes-nous avec ce qui est en train de se passer sur le terrain? C'est bon de dénoncer, c'est bon de présenter un peu ces stupéfiants à la télévision, mais la décision qui va venir après, c'est la grosse question qu'il faille se poser. Moi, j'ai suivi quand même les images. Parce que cette enquête, justement, dont Moussa menait à un moment donné, on a plusieurs fois revenu là-dessus. Mais bon, je suis d'accord avec toi que la suite, en fait, il n'y a jamais de suite. En fait, justement, parce qu'on a l'impression que peut-être ceux qui sont cités dans ce scénario, soit c'est des personnes qui sont au perché. On ne veut pas peut-être créer une tension dans la cité parce que vouloir mettre la main sur tel ou tel, ça peut défrayer la chronique, on évite. Mais il faudrait aller au-delà parce que c'est une question aussi de santé publique. Évidemment. Et moi j'avais écouté. Les Indiens, je crois que c'est des petits trafiquants. Oui, mais il n'y a pas de petits trafiquants, mais Jacques quand même. Mais Jacques, tu n'as pas honte de dire ça quand même. Si vous partez aujourd'hui, si vous comparez avec la cocaïne. Non, mais attends. Si vous comparez il n'y a pas de petits trafiquants, mais non, Jacques. Allez aujourd'hui. Jacques est un chrétien. Allez aujourd'hui à la. Qui pratique la miséricorde. Allez aujourd'hui à la psychiatrie, vous dites ça aux médecins, non, ce sont des petits consommateurs. Aujourd'hui, si vous regardez un peu ceux qui font la dépression, la jeunesse, la moitié, ce sont ceux-là qui consomment cette espèce de chanvre indien. Donc aujourd'hui, Jacques, s'il te plaît. Aujourd'hui, je pense ça va pas du tout ce matin. Au même titre que c'est que j'essaie de dire c'est que la cocaïne. Derrière la cocaïne, vous avez des réseaux assez compliqués, des cartels. Mais pour le chanvre indien, on peut même cultiver ça ici. Donc c'est ce que j'ai dit. C'est des choses, qu'on a du mal à maîtriser quand on parle de la Sierra Leone. Ce que Jacques est en train de dire, les grandes gueules. Ça peut paraître drôle, mais c'est une réalité. Oui, pas drôle. Il n'y a pas de petits trafiquants. Non, il n'y a pas de petits trafiquants. C'est clair. Mais comparativement à la cocaïne, c'est comme si on banalisait.
quand on parle de démence, de la folie de ces jeunes, ce n'est pas simplement le chanvre indien qui les rend fous. Il faut trouver derrière d'autres stupéfiants qu'ils prennent, qui les rend fous. D'accord, mais ce n'est pas le chanvre indien. Sinon, le chanvre indien aujourd'hui, le chanvre indien, il est en train d'être recommandé dans la médecine. Quand vous allez dans certains pays, l'Okudibi... Toi, tu as des yeux bizarres ce matin. Bouba, tu as des yeux bizarres ce matin. Il a des yeux bizarres. L'Okudibi l'a dit, you have to legalize it. Pour éviter que ce soit du trafic, il faut par moment légaliser et on ne peut pas comparer. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux? Regarde-moi dans les yeux. Non, je ne sais pas ce qui vous arrive. Il a des yeux rouges. Grand frère, je vous regarde dans les yeux. Allez-y, Ahmed, non, sérieusement. Bon, alors, je suis très étonné par l'analyse de Djiba. Il va me rendre du coup un peu... Je suis très étonné par ton guinéus pessimisme. Je t'explique pourquoi. On a dans tout ce flot de mauvaises nouvelles au jour le jour, on a pour une fois effectivement des services de sécurité qui font une première prise, on en a parlé ici, et qui commencent à... Mais ils font toujours ça. Attendez, après on envoie les caméras et tout ça pour incinérer. Tu m'as donné la parole. Vas-y. Laisse-moi conclure. Vas-y. Et donc, ils font des prises. Je pense qu'on devrait se réjouir que nos services de sécurité aujourd'hui soient en capacité d'abord de mettre fin, ou plutôt de mettre en branle ce trafic-là. Parce qu'il faut rappeler effectivement que la cocaïne et l'herbe et le hashish sont des dangers publics pour notre jeunesse. Donc on devrait se réjouir. Après, effectivement, qu'il y ait des enquêtes qui doivent être faites pour savoir où va cette drogue, si elle est détruite ou pas, ça c'est un autre problème. Mais moi, ce matin, je me réjouis. Parce qu'après, c'est toujours le procureur qui est pointé du doigt. Voilà, on est d'accord. Voilà. Mais j'aimerais quand même, dans tout ce flot de mauvaises nouvelles schizophréniques qu'on nous envoie à longueur de journée, j'aimerais quand même ce matin, pour une fois, me réjouir de savoir que la gendarmerie est en capacité de saisir cette cochonnerie. C'est parce que c'est une cochonnerie qui abîme nos enfants. Souvent, ces services de sécurité, mon cher ami Ahmed Kourouma, sont complices de ces gens-là. T'as oublié la dernière fois l'enquête de Moussa ici. Non, on est d'accord, Mais est-ce qu'on peut faire preuve un peu de temps en temps d'optimisme? Écoutez, nous on est optimistes, mais il ne faut pas faire semblant quand même. Non, je suis d'accord. Allez-y, mon cher. Permettez que ce matin, je pointe du doigt la naïveté intrinsèque de mon grand frère Ahmed. Merci d'être aussi naïf. Et quand c'est quand c'est les chanvres indiens, je vois que nos forces de l'ordre sont très contents de nous montrer. De montrer à la télé. 2 tonnes, et puis ils insistent même sur la quantité, parce que là, la saisie, elle est grosse. Mais pour la cocaïne, il a fallu qu'il y ait une mission internationale pour les obliger à brandir les substances, et on a constaté qu'il y a eu des... Il y a eu substitution. Après substitution, justement, ça aussi, voilà. Pour la coque, on a soustrait des quantités importantes. Et il a fallu qu'on les y oblige. Mais pour le chanvre indien, ils sont même obligés de tout montrer, parce que là, ils n'ont rien à... Ça rapporte moins aussi. Ce que je veux dire, Lamine, pour clore avec ce sujet-là, qui est important, je peux comprendre en fait, nos forces de l'ordre, mon cher Antoine Kourouma, je peux comprendre que ça soit banalisé à ce point, parce que dans le milieu quand même, les politiques, si on prend la majeure partie, ils se droguent, ils prennent des chanvres indiens. Tu le sais ça? Ça, je sais pas. C'est pas Ahmed qui va me dire le contraire. Ah non, mais alors pour le coup, je vais vraiment pas te dire le contraire. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup qui se droguent. Certains qui sont accusés dans attends, je vais même aller plus loin. Il y a certains qui sont accusés dans l'affaire Guimalion qui effectivement sont réputés pour avoir pris de la coke pour tenir le coup. C'est vrai que beaucoup d'hommes politiques avec un grand H se sont nourris de coke pour tenir le coup. L'alcool, ça je sais. Oui. Mais non, il y en a la plupart qui consomment quand même lorsqu'on parle de chanvre. Il y en a la plupart qui consomment, c'est connu de tous, on le sait, moi personnellement j'en ai vu certains. J'allais dire personnellement j'en ai consommé. Voilà, vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Mais c'est il va finir. C'est un fait. Je dis le mieux Dieu merci. C'est comme d'habitude. Au moins tout le monde le sait. Voilà, allez-y. C'est ma première nouvelle. Il faut incinérer le produit, mais surtout récompenser ceux qui ont permis de mettre la main sur l'importante quantité de drogue qui a été saisie, parce que ça encouragerait certains à en faire autant. L'une des raisons pour lesquelles très souvent il y a des saisies importantes qui sont faites mais qui passent inaperçues,
c'est le fait qu'il n'y a pas d'encouragement. Il n'y a pas d'encouragement de nos forces de l'ordre qui parfois sont à l'intérieur du pays, mais cravachent dur pour travailler. Mais souvent, ils se battent pour mettre la main sur de telles quantités de drogue, mais ils ne sont pas encouragés. Il se trouve que c'est Conakry qui très souvent est mis en avant. Les agents de Conakry qui très souvent bénéficient du pactole, et ceux-là qui cravachent dur sur le terrain, qui sont les agents de police ou de gendarmerie, très souvent sont laissés pour compte parce qu'on se dit que c'est des sous-gradés, ils n'ont pas droit aux récompenses. Je me dis félicitations Antoine, parce que c'est exactement ça. Je finis par te rejoindre parce que c'est une saisie importante qui a été faite. Il faut encourager ceux-là qui... Juste une chose, Lamine, je voudrais quand même, parce que vous êtes des genoux ici, moi je voudrais quand même on n'a pas la même approche vis-à-vis de la drogue, parce que moi je viens d'une génération où le slogan était sex, drug and rock and roll. Donc voilà, c'est comme ça que nous on a abordé. Non mais t'as pas honte, sincèrement quoi. Et tu donnes ce mauvais exemple en fait devant les jeunes quoi. Non mais Ahmed, non, il faut avoir honte, sincèrement, il faut avoir honte. Moi je comprends ta mec que t'assumes, mais non, je vais pas ouvrir le micro. Allez-y. C'est pas possible. Mais ce garçon, il est fou. Ce que je voudrais dire, parce que je sais que je vais surprendre beaucoup, mais je vais quand même y aller. Oui, bien sûr. Je me dis, parce que le phénomène, il est là, mais autour du chanvre indien, il y a aujourd'hui un débat quand même international où on commence à légaliser le cannabis dans certains pays. Je crois qu'on ne peut pas rester à marge de ce débat. On peut le commencer. Je sais très bien qu'il y a des doutes, il y a des risques, bien entendu. Si on l'autorise maintenant, il y a des risques derrière, mais ce n'est pas... Sinon, sur l'homosexualité, il y a débat aussi. Hein. Non. Ah, pourquoi ne pas y aller? Non. C'est pas la même chose. L'homosexualité. Pourquoi on légalise le cannabis? Pourquoi on le fait pas? C'est pour des vertus thérapeutiques. C'est pour des vertus thérapeutiques. Pourquoi Non. Pourquoi on ne veut pas ce débat? On peut l'entamer et puis aller progressivement, parce que on peut fuir le débat. Et puis à un moment donné, on nous envoie les médicaments fabriqués sur la base du cannabis, on va quand même consommer. Je pense qu'on ne peut pas rester à marge de tout cela. Et c'est même cultivé déjà dans certains pays de manière assez officielle, comme beaucoup d'autres plantes. Pourquoi on continuerait à fuir ce débat et puis continuer à présenter seulement le côté négatif et ne pas penser au côté positif? Voilà, allez-y Mafoudia. Alors je sais effectivement qu'il y a des substances qui sont utilisées par des grands hommes d'État pour pouvoir tenir, pour faire face à beaucoup de problèmes. Ça, c'est une réalité. Je suivais un documentaire la fois passée sur un président américain. Il en avait besoin. Mais après, là, on va au-delà. Là, on parle d'une jeunesse. Une jeunesse qui est abandonnée à elle-même. Hier, avec le procureur... Par exemple, il essayait d'expliquer les raisons des multiples attaques à main armée en région avec les coupeurs de route. Ce sont d'abord des jeunes qui s'adonnent à la consommation de ces substances et après qui se sentent tellement free, tellement libres, je sais pas, de tout faire. C'est un véritable problème. Je comprends ce que Jacques veut dire, évidemment, mais nous, en Guinée, malheureusement, on est très loin de ce débat parce qu'on n'a même pas les bases. Aujourd'hui, la consommation, vous avez des enfants de 12 ans, de 13 ans qui chôment les écoles pour aller se mettre dans un coin de quartier pour consommer. Après, ils vont consommer la consommation sur plusieurs... avec un bon moment, ils vont se retrouver avec la cervelle qui ne fonctionne plus. Après, on se retrouve avec des délinquants à gérer. On est loin de cette reconnaissance que propose Jacques. Sinon, moi, je le comprends. Mais là, tout ce qu'on peut faire, c'est justement de faire de telle sorte que la jeunesse n'ait pas ces substances à sa portée. Et je suis d'accord avec toi, Ahmed, qu'il faut encourager déjà le travail qui est fait. Quand on prend les forces de l'ordre, dedans, un peu comme tous les secteurs d'ailleurs, il y a les brebis galeuses. Et au sein des forces de défense, il y a les repas et tout. Pardon, il y a les ripoux, je veux dire, il y a les ripoux. Il faut les identifier. Mais en même temps, en parlant des agents, il ne faut pas tout mettre dans le lot parce qu'après, ça peut les démoraliser. C'est comme si la nation ne reconnaissait pas ce travail qu'ils font tous les jours parce que c'est quand même dangereux. Ils laissent leur famille, ce sont des patrouilles toutes les nuits. Et souvent, les bandits vers lesquels ils vont sont aussi armés. Ils risquent leur vie. Donc, évidemment, il y a un travail qui est fait qu'il faut saluer. Et moi, je les encourage à faire de plus parce que dans un pays, c'est ce qui est important. Que chacun fasse son travail. Imaginons que ces agents sur le terrain ont saisi cette quantité. Qui est-ce qui doit incinérer? Que la personne fasse son travail. La personne qui est arrêtée, qui doit juger? Que cette personne, la justice,
fasse son travail. C'est une chaîne. Si la chaîne fonctionne bien, je pense que c'est là qu'on peut parvenir à des résultats. Si on ne voit pas concrètement des résultats aujourd'hui, c'est parce que quelque part, certains font leur travail et de l'autre côté, d'autres ne font pas. Après, on n'a pas de résultats visibles. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Allez. Oui. Il y a Ahmed qui parlait tout à l'heure de pessimisme. Pas du tout. Moi, j'ai grandi dans un quartier où si vous ne fumez pas, c'est que vous n'êtes pas à la mode, en fait. Vous n'êtes pas à la mode, vous n'êtes pas intégré. Et moi, j'ai grandi dans cette sphère-là, je sais ce que ça fait, mais ça a des conséquences. C'est pourquoi je le dis, parce que je l'ai vécu. Je sais que la consommation de cette drogue-là a des conséquences, des répercussions sur la jeunesse. Vous regardez aujourd'hui dans les établissements publics, souvent lorsqu'il est 10h, ces jeunes ils sortent des salles de classe pour aller consommer. Ce n'est pas le fait de dire, bon, ça n'a pas de conséquences, c'est l'état second dans lequel ça peut mettre le jeune. C'est ce qui est compliqué. Vous rencontrez aujourd'hui les psychiatres, ils vous diront qu'il faut interdire cette consommation parce que ça a des répercussions sur le plan sanitaire. Maintenant, sur l'autre aspect, lorsqu'on dit qu'il faut régulariser, c'est un débat. Moi, je pense que pour le moment, c'est un faux débat. C'est comme si on vous dit d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. En Guinée, dans les pays, non, là où c'est légalisé, dans les pays là où c'est légalisé, il y a des lieux qui sont identifiés. Il y a un âge pour ça. Il y a des lieux qui sont identifiés pour dire... Je pense à Amsterdam, entre autres. Justement, Amsterdam, ça se fait. Il y a des lieux qui sont identifiés pour dire vous venez consommer ici. Et puis, on tient compte de votre âge, de votre pièce d'identité. Et sur le plan thérapeutique, c'est des recommandations qui sont... Et sur le plan thérapeutique, c'est des recommandations qui sont faites par des spécialistes par rapport à certaines maladies. C'est circonscrit, mais si on tient un tel débat ici, après, il peut y avoir des spéculations pour dire, attention, on n'est pas arrivé à ce niveau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est là. Il faut interdire la circulation de cette drogue pour l'instant dans le pays parce que ça a des conséquences sur une jeunesse aujourd'hui qui est complètement déboussolée et qui peut être un fardeau pour les parents. Parce qu'un parent aujourd'hui qui a sous la main des enfants qui consomment de la drogue, je pense que ça a des répercussions sur l'éducation et donc sur l'avenir même du pays. Aujourd'hui, la grosse question il faut se poser, lorsqu'on arrête, je pense que oui, il faut les encourager, ceux qui arrêtent un peu, ceux qui consomment, ou ces stocks qui sont arrêtés, il faut aller vers l'incinération, je suis d'accord. Maintenant, une fois encore, on n'est pas arrivé à ce débat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut taper du poing sur la table pour dire qu'il faut continuer la lutte avec cette consommation. Parce que ça a des conséquences sur la jeunesse. Bien, allez-y. Juste une chose, ni Jacques ni moi n'avons encouragé la consommation de cannabis, de chanvre indien et de coca. Non, on ne dit pas qu'il faut légaliser. On ne peut pas rester en marge du débat. Voilà, il y a un débat mondial qui s'est ouvert sur les bienfaits du cannabis. Ça s'appelle du lobbying, tout simplement. Non, il a parlé des politiques quand même qui consomment. Lamine. Non, mais il faut dépassionner ce genre de débat. Il faut juste pas rentrer dans les clichés. Il faut dépassionner. Il y a un débat et nous faisons partie du monde. Il y a un débat qui a été ouvert par justement les psychiatres et dont Freud en a parlé, par les médecins sur le cannabis thérapeutique. C'est une réalité à laquelle la Guinée ne peut pas couper. Cela étant, nous sommes conscients ici que la drogue est un méfait, que c'est une cochonnerie, que la cocaïne doit être bannie de la circulation, mais ce n'est pas parce que les hommes font de certaines substances, ils l'utilisent à mauvais escient, que les médecins, que les scientifiques qui considèrent que, par exemple, le cannabis peut être aussi aider les malades du cancer à avoir moins mal. La cocaïne a été utilisée à des moments donnés dans le monde pour soigner certaines maladies. Donc, il faut tenir compte de ces deux aspects-là. Cela étant, on est évidemment tous d'accord avec toi ici. Non mais attends, je finis. Il faut savoir évoluer avec son temps. Non, mais évidemment, je finis. Il y a les pays africains qui ont le même niveau de développement que la Guinée. Tu es en train de passionner le débat. On est juste en train de dire qu'il y a un débat qui est ouvert, que les médecins ont ouvert le débat et qu'il faut effectivement vivre avec son temps. Et je finis. Et le débat, il n'est pas seulement en Europe. Voilà, il est en Afrique. Le Rwanda, le Maroc l'ont ouvert. Le Sénégal. Il y a beaucoup de pays qui ont... Et je finirai sur un truc pour vous dire que merci d'avoir soutenu ça parce que on a parlé de l'armée aujourd'hui. On a parlé d'abord d'un colonel qui fait des conneries, mais aussi, et c'est pour ça que je disais qu'il faut aussi féliciter les forces de sécurité lorsque ils font des choses qui protègent nos enfants. Lorsqu'ils ont des résultats et qu'ils fassent des... C'est responsable. Voilà, là c'est responsable. D'un côté, d'un côté on fustige. D'un côté, on a fustigé ce matin le comportement inadmissible d'un colonel, mais je dis aussi que il faut savoir remercier, féliciter
féliciter nos forces de l'ordre parce que ça participe de l'encouragement lorsqu'ils arrêtent ou font main basse sur des kilos et des kilos de cocaïne. Voilà. Allez-y, Mafolia. Moi, je vous dis encore une fois, je vous comprends. Il y a beaucoup de pays qui ont avancé sur pas mal de questions. C'est qu'en Guinée, on est encore loin. On n'a même pas une maîtrise de la circulation de ces substances dans notre pays. On a même... Attendez. On ne parle pas de circulation. Non. Écoutez. On ne parle pas de circulation. Non, moi, je pense que c'est important. Parce que, non, aucun pays ne l'accepte. Aucun pays au monde ne maîtrise... Aucun pays au monde ne maîtrise la circulation de la drogue. Je t'ai écouté. D'accord. Mais il y a de ces pays aujourd'hui qui ont légalisé, qui ont la capacité aujourd'hui de traiter, de contrôler les gens qui sont dans la consommation. On est loin. On n'a même pas des structures sanitaires dignes de nom. Même les fous qui sont dans les... Le problème, c'est que tu es en train de confondre. Je ne confonds pas. Ce que nous disons, ce n'est pas de dire la drogue est libre, chacun n'a qu'à consommer. On dit qu'il y a un débat autour du cannabis. On peut bien entendu aller vers ça pour des vertus. Moi, je te comprends. Merci de me comprendre. Ce que je dis juste, c'est que lorsqu'on est dans un pays où on ne maîtrise absolument rien, même pas la communication, et qu'on se dise aujourd'hui, en Guinée, chanvre indien est légalisé. Comment on contrôle ça? Le débat dont il est question, le débat on le dit. On n'a pas dit, on n'a pas simplifié. Tu simplifies, ma C'est pas comme ça, on le dit. On n'a pas demandé la légalisation, on a dit qu'il fallait ouvrir le débat. Le débat dont Tu simplifies la pensée. Pour aller où? Non mais ouvrir le débat pour aller où? On ouvre le débat pour aller vers quelque chose. Pour aller vers la légalisation, bien sûr. Regarde, Mafoulia, on va avoir... Allez, on va s'écouter les gars, on va revenir à 10h évidemment avec d'autres titres que nous allons développer dans cette émission. Mesdames et messieurs, notre invité ce matin, Dr Ousmane Souaré, ancien ministre de l'Éducation nationale. Comment qualifier donc les apprentissages, l'école guinéenne? On parle ce matin dans cette émission, les GG. On revient à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.